Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ici la station de micro et KO. 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Micro et KO. Salut. Aujourd'hui, on va parler de la dépersonnalisation et de la déréalisation, un trouble lié à l'anxiété. Mais comme d'habitude, voici tout d'abord notre petit disclaimer. Nous ne sommes ni psychologues ni médecins. Nous relatons uniquement notre vécu et l'expérience acquise au fur et à mesure des années. Avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais faire une petite mise en garde. Si vous êtes sensible au sujet de la dépersonnalisation, déréalisation, ou que vous êtes hypocondriaque comme moi, on va rentrer vraiment dans les détails des symptômes de la dépersonnalisation, déréalisation ou des PDR, pour faire plus court. Donc si ça peut vous mettre mal à l'aise, n'hésitez pas à avancer vers le milieu du podcast où plus tard on énoncera des astuces et des conseils. Avant de commencer, on aimerait savoir un truc. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces questions ? Avoir déjà eu la sensation d'être dans un rêve éveillé ou un film ? Avoir déjà ressenti un sentiment d'étrangeté avec votre environnement ou votre entourage ? Avoir déjà eu la sensation d'être à l'extérieur de votre corps et de regarder la scène d'un point de vue externe ? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, c'est que vous avez potentiellement déjà vécu de la DPDR. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est ? Alors, la DPDR, c'est un trouble dissociatif qui se manifeste par des épisodes récurrents ou prolongés de sensations de détachement de son propre corps ou environnement. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, la déréalisation, ce serait comme avoir la sensation d'être coupé du monde. Les interactions avec les objets de notre environnement procurent des sensations étranges et inconnues. Même la notion du temps peut paraître abstraite. Et pour la dépersonnalisation, ce que je trouve le plus juste comme explication, c'est le fait d'avoir la sensation de ne plus être lié à son corps, d'avoir une indifférence émotionnelle et de parfois avoir des mouvements qui ont l'air d'être effectués automatiquement et les pensées qui se construisent de manière autonome. En fait, pour résumer, ce serait le fait d'avoir l'air d'être en mode autopilote. Les deux peuvent être vécus de manière séparée ou simultanée, grosse ambiance dans ces cas-là. Ça peut durer entre quelques minutes à quelques jours, et chez certains, ça peut même durer plusieurs années sans réussir à sortir vraiment de cet état. La dissociation, c'est en fait un mécanisme de protection psychique pour fuir la réalité lorsqu'elle est particulièrement stressante ou trop forte en émotion. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail des symptômes, il peut y avoir une sensation d'irréalité, une sensation de modification de la vision. Par exemple, ma vision est bizarre, c'est comme si je voyais à travers un écran. Ou encore, j'ai l'impression d'être dans un rêve. On va retrouver également une perte du sentiment de familiarité. C'est comme si vous vous baladiez dans la ville où vous habitez et que vous ne reconnaissiez plus rien. Il peut y avoir également une dissociation entre le corps et l'esprit. Par exemple, j'ai l'impression d'être là sans être là. Une chose également qu'on va retrouver chez énormément de gens qui souffrent de DPDR, c'est une sensation et une peur irrationnelle de devenir fou. Cette peur peut déclencher une anxiété extrême, aggravant donc les autres symptômes de la dépersonnalisation, déréalisation. Enfin, pour citer un dernier symptôme, il peut y avoir une anesthésie des émotions. Par exemple, l'impression de ne plus rien ressentir ou alors de se sentir comme un robot. Concernant les causes, elles sont quand même assez multiples, et c'est souvent l'interaction de plusieurs facteurs qui provoquent cet état. On va pouvoir retrouver les troubles anxieux, la présence de traumatisme et le déclenchement par d'autres troubles. Je m'explique. Pour les troubles anxieux, ça peut être par exemple la saturation des sens causée par un pic de stress qui va altérer les perceptions, ou la trop grande perte de contrôle de soi. Pour la présence de traumatisme, on peut avoir de la maltraitance, des abus au sein du couple, des accidents graves ou même un deuil difficile. Et tout ça, ça peut déclencher un état de stress post-traumatique et entraîner la dissociation. C'est d'ailleurs très souvent lié à des traumatismes de l'enfance. Pour le déclenchement par d'autres troubles, ça peut être les personnes atteintes de TOC, d'épilepsie, de dépression, de bipolarité ou encore de TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité. Maintenant que ce trouble est un petit peu plus clair pour vous, on aimerait vous partager un petit peu nos expériences. En ce qui me concerne, la première fois que j'ai vécu de la DPDR, j'avais 17 ans et j'ai eu les deux simultanément. En fait, c'est comme une grosse crise d'angoisse qui m'a réveillée en plein milieu de la nuit. Et en fait, au moment où je me suis réveillée, j'ai eu des symptômes de DPDR.
Je comprenais pas du tout ce qui était en train de m'arriver. Je me sentais partir, j'avais l'impression que j'allais mourir et je me souviens que le seul réflexe que j'ai eu à ce moment-là, c'est peut-être un peu rigolo à dire après coup, 10 ans après, c'est rigolo. Sur le moment, ça l'était pas. C'est qu'en fait, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de me mettre à courir dans la maison où j'étais et à me mettre des gifles pour essayer de me faire revenir. Parce que les symptômes étaient tellement forts, c'était des sensations que je ne connaissais pas du tout et j'avais vraiment la sensation de sortir de mon corps. C'était assez impressionnant. J'ai enfin réussi à me calmer, puis j'ai pu essayer de continuer ma nuit. Et ça a continué un petit peu les jours qui ont suivi, par période. Donc ça arrivait d'un coup, ça durait quelques minutes, puis ça repartait. Et ça a duré comme ça quelques semaines, jusqu'au jour où c'est totalement parti. Et cette année, 10 ans après, suite à un deuil qui a été assez compliqué pour moi, bah, ce trouble est revenu. Et là, par contre, ça a été totalement différent de la première fois parce que c'était pas par crise, entre guillemets, ça a été permanent. Et ça a duré comme ça pendant des mois, non-stop. Ça a été très perturbant parce que en 10 ans où je n'avais pas eu ces symptômes, j'avais un peu, entre guillemets, oublié. Alors, oublié les sensations que ça pouvait me procurer et pas oublier ce que j'avais vécu à 17 ans. Et du coup, bah, j'ai repaniqué dès que j'ai ressenti ces symptômes. Et en fait, le trouble de dépersonnalisation, déréalisation, il est très accentué. En fait, il est nourri par l'anxiété. Et en fait, le fait de paniquer quand on peut ressentir ces symptômes-là, ça peut aggraver le trouble. Donc ces derniers mois, quand j'ai pu ressentir ces sensations, c'était vraiment une sensation d'irréalité, d'étrangeté par rapport à mon environnement, mon entourage. J'avais l'impression vraiment d'avoir perdu totalement contact avec la réalité et j'avais également l'impression de vivre en permanence dans un film. Alors cette fois-ci, j'ai pas eu trop de symptômes de dépersonnalisation. Ça a été vraiment que de la déréalisation, mais par contre les symptômes étaient en continu. Donc en fait, j'ai paniqué et le problème c'est quand on panique et qu'on a ce trouble, ça ne fait qu'aggraver la situation et plus on est anxieux, plus le trouble va être présent et plus les symptômes vont être forts. Quand on arrive à réduire un petit peu son taux d'anxiété, eh ben, la DPDR va diminuer également jusqu'à disparaître une fois qu'on aura réussi à gérer son anxiété. Dans cette période où j'ai vécu de la DPDR cette année, c'était tout le temps, du matin au soir, en permanence, avec des moments dans la journée où ça pouvait être plus fort que d'autres, et des moments où quand je me réveillais la nuit, c'était tellement fort que je me rappelle, j'étais à deux doigts de réveiller mon mari en lui disant: «Là, il y a vraiment un problème. Je suis vraiment en train de devenir folle. C'est pas possible de ressentir des symptômes qui sont aussi forts. Emmène-moi à l'hôpital psychiatrique parce que ça va vraiment pas. J'ai vraiment besoin d'aide». Et ça peut être, c'est vraiment des symptômes qui sont très très perturbants. Mais une fois qu'on a réussi à les dédramatiser, juste le fait de comprendre qu'on n'est pas en danger quand on ressent ces symptômes, que ce n'est pas grave, qu'on ne devient pas fou, que ce n'est pas une maladie, que c'est juste la cause de notre anxiété, on arrive à relativiser le problème. Et une fois, en fait, c'est bateau, on l'entend partout, mais en fait, une fois qu'on a commencé à accepter ces choses-là et à se dire, ok, c'est de la DPDR, c'est pas grave, je ne suis pas en danger, ça va passer, là, c'est là pour le moment, mais c'est pas grave, ça va passer, bah, c'est quasiment instantané, les symptômes diminuent, mais de façon drastique, quoi. J'aimerais te poser une question. Quand tu as eu, du coup, ta première à 17 ans, comment est-ce que tu as réagi face à ça? Est-ce que tu t'es de suite demandé qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu as essayé de chercher, de comprendre les origines de ce que ça pouvait être? Alors effectivement, j'ai cherché très rapidement. J'en ai pas trop parlé autour de moi parce que justement, j'avais tellement cette peur et cette sensation d'être en train de devenir folle que j'en ai pas parlé à mon entourage. Donc je me suis renseignée en fait de mon côté toute seule. J'ai cherché un petit peu sur internet, même si c'était quelque chose qui n'était pas forcément bénéfique pour moi dans la mesure où je suis hypochondriaque vraiment beaucoup et du coup ce que je pouvais trouver sur internet, sur les forums, ça m'angoissait énormément. N'allez pas sur les forums, on le dit, on le répète, n'allez pas sur les forums, c'est une grosse bêtise parce qu'en fait, les gens qui publient sur les forums sont des gens qui vont très très mal. Et le jour où ils vont aller mieux dans leur vie, ils vont pas revenir sur leur forum ou sur internet pour dire: «Eh, je vais mieux, j'ai réussi à m'en sortir».
C'est comme ça la majorité du temps. Donc en fait, sur internet, vous allez trouver des choses qui vont vous angoisser plus qu'autre chose et moi, cette période-là, effectivement, je suis tombée pour la première fois sur le mot dépersonnalisation, déréalisation, avec des personnes qui décrivaient exactement les symptômes que je pouvais vivre. Et en fait, ces personnes-là disaient qu'elles étaient dans ce cas-là, avec ces symptômes-là, depuis des années, et qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et du coup, ça m'a fait encore plus paniquer, ce qui n'était déjà pas forcément nécessaire. Je paniquais assez comme ça. Ouais, en fait, les gens qui allaient écrire dans ces forums, dans ce cas-là, c'était vraiment ceux qui en étaient arrivés à l'extrême, en fait, avec vraiment le cas, le plus fort et donc forcément, c'est sûrement des gens qui sont désespérés et qui se disent que écrire sur le forum, c'est peut-être leur dernier recours, tu vois? Pour avoir la chance peut-être d'avoir, des retours, quoi. C'est ça. Après, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de symptômes et de troubles liés à l'anxiété ou même à d'autres choses, hein, sans forcément parler de troubles ou de santé mentale. Mais en fait, même les gens qui vivent des crises d'angoisse, des crises de panique depuis des années, qui n'arrivent pas à s'en sortir, en général, c'est ces personnes-là qui écrivent sur des forums. Et quand c'est des choses que tu as pour la première fois et que tu essayes en fait de comprendre ce que tu vis et quelles sont ces sensations, tu tombes sur ces témoignages-là. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui soit bénéfique, ni sur l'instant T, ni sur le long terme. Non, bah, en plus, toi, le pire, c'est que tu avais des circonstances, qui aidaient pas. C'est-à-dire que tu es hypocondriaque, tu avais que 17 ans, donc c'est vrai qu'il y a quand même une part d'immaturité qui fait que tu peux aussi, plus facilement tomber dans la panique et en plus, dans ton cas à toi, tu avais aussi peur d'en parler parce que tu avais peur qu'on te prenne pour une folle, donc c'est vrai que tout ça a fait que ça t'a resserré, l'étau. Tu t'es retrouvé très, très seul face à des forums et c'était la seule chose, sur laquelle tu pouvais t'appuyer, donc c'est sûr que ça n'aide absolument pas, quoi. C'est ça, et puis en plus, quand on est jeune comme ça, on a du mal à se confier, et en même temps, c'est un trouble qui est très perturbant. En fait, imagine-toi, ça t'arrive pour la première fois, tu vas voir tes proches, tes parents ou peu importe, en leur disant, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce trouble, quelqu'un qui est totalement extérieur, qui n'a même pas d'anxiété, tu vas voir cette personne et tu lui dis: «Au secours, ça va pas du tout, je panique, j'ai l'impression que d'un coup, tout ce qui est autour de moi est totalement irréel, que tous les gens qu'il y a autour de moi sont irréels». Tu sais pas trop comment ça va être reçu en face, hein. Parce qu'en fait, les troubles mentaux sont tellement stigmatisés, tous troubles confondus, que, tu vas pas forcément en parler, quoi. Non et puis je trouve aussi, tu vois, contrairement si on fait le parallèle avec la crise d'angoisse, je trouve que la crise d'angoisse, c'est quand même plus simple sur le papier à expliquer à quelqu'un que la dépersonnalisation ou la déréalisation. Je trouve ça tellement dur à faire comprendre à quelqu'un qui ne l'a pas vécu et qui est vraiment extérieur à ça. Je trouve ça hyper complexe de réussir à expliquer à la personne ce que tu viens ou ce que tu es en train de vivre. Effectivement, c'est compliqué à expliquer, mais il y a aussi autre chose, c'est que des crises d'angoisse, c'est quand même plus connu, il y a plus de monde qui passe par des crises d'angoisse, alors que la dépersonnalisation, déréalisation, en tant que trouble, c'est, même pas 2 de la population, je crois. Ouais, c'est ça. Donc moi, ça m'est même arrivé une fois, je m'en rappelle, j'avais été consulter une psychologue et je lui avais parlé de ces sensations-là et je lui avais sorti le mot dépersonnalisation, déréalisation. Et en fait, elle savait pas ce que c'était. Et c'était une psychologue. C'est fou. Bon, j'ai changé de psychologue. Mais sur le moment, c'est quand tu es en face d'un professionnel et que tu te confies sur ce que tu as pu vivre, les sensations que tu as pu éprouver et que c'est déjà quelque chose qui est difficile à expliquer et que tu te sens mal et que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche et qui va pas du tout, quand tu essayes d'aller chercher des réponses chez des professionnels et qu'on te répond qu'on ne sait pas ce que c'est, enfin, c'est perturbant, quoi. Ça, c'est effrayant. Oui, c'est clair. J'ai une deuxième question aussi. Quand tu as eu ton épisode là, récemment, où tu étais vraiment en déréalisation quasiment constante, comment c'était par rapport à ton quotidien? Est-ce que c'était vraiment difficile de vivre avec ça, tous les jours? Alors sincèrement, ça a été horrible. Horrible parce que, bon, pour le coup, il y avait pas que la déréalisation, on va dire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, du coup, c'est dû à un deuil qui a été assez difficile. Ça a commencé en fait par des périodes de déréalisation qui étaient,
assez ponctuelles avant que ça s'installe vraiment, tout le temps. Et ça a été difficile parce que, en plus de ça, se rajoutaient, des crises d'angoisse, et d'autres symptômes qui étaient pas vraiment top, mais le plus dur a été la déréalisation sincèrement. Et oui, ça m'a empêché de faire plein de choses et ça m'a vraiment, handicapée dans mon quotidien. J'ai pas travaillé pendant plusieurs mois parce qu'en fait, j'en étais arrivée à un stade où j'arrivais plus à sortir de chez moi parce que en fait, chez moi, je ressentais aussi de la déréalisation, mais j'arrivais quand même, malgré les sensations que je pouvais avoir, à me sentir en sécurité parce que j'étais chez moi. Mais dès que je sortais à l'extérieur, le fait de déjà, moi, ne pas me sentir en sécurité à l'extérieur, plus les symptômes, c'était trop, trop compliqué à gérer. Donc du coup, c'est vrai que j'ai passé, de longues semaines, même de longs mois en fait, où j'ai pas pu, ni travailler, ni quasiment sortir de chez moi. J'arrivais même plus à aller acheter une baguette de pain, quoi. Là où tu as eu de la chance, c'est le fait que tu un mari. Parce que Oui. imagine les gens qui vivent ça et qui sont tout seuls. Ah clairement, franchement, force à eux parce que je pense que je peux même pas imaginer, ce qu'ils ont pu vivre. C'est vrai que j'ai vraiment eu de la chance d'avoir mon mari à mes côtés, à ce moment-là et en plus, c'est bien tombé parce que lui, il a dû être, en arrêt maladie parce qu'il a eu, quelque chose d'assez grave et en fait, du coup, il ne travaillait pas. Donc du coup, il était tout le temps avec moi et il arrivait beaucoup à se mettre à ma place et il m'aidait beaucoup dans mon quotidien. Donc du coup, c'est vrai que ça a été un peu plus léger à vivre quand même que si, j'avais été seule, non, c'est vrai que les gens qui vivent ça seuls, les pauvres, ça doit être atroce, quoi. Et comment tu as fait pour, te sortir de là? C'est quoi? Est-ce qu'il y a eu un truc déclencheur ou est-ce que ça s'est fait naturellement petit à petit? Il n'y a pas eu d'élément déclencheur. La dépersonnalisation des réalisations, c'est pas quelque chose dont on sort du jour au lendemain. Ça s'installe très vite, mais ça part pas aussi vite que ça s'est installé malheureusement. Ça met du temps et encore une fois, je vais sûrement me répéter, mais ce qui marche le mieux, c'est d'accepter les sensations et c'est à partir du moment où on accepte les sensations que petit à petit, elles s'en vont ces sensations. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à me documenter, à essayer de me renseigner, à essayer de trouver des personnes qui vivaient la même chose que moi. J'ai écouté je ne sais pas combien de podcasts, j'ai regardé je ne sais pas combien de vidéos YouTube, j'ai lu énormément aussi sur le sujet et en fait, en me rendant compte que beaucoup de gens vivaient ça également, que ce n'était pas dangereux, que c'était juste un trouble qui était lié à l'anxiété et le fait de me rendre compte que, bah, c'est pas grave, ça va passer et ben, en fait, une fois que j'ai réussi à dédramatiser le truc, là, les symptômes ont commencé à baisser d'intensité et en fait, au lieu d'être en déréalisation H24, bah, on va dire que j'étais en déréalisation, plus que 12 heures dans la journée, puis après j'étais en déréalisation plus que 5 heures dans la journée et en fait, ça a diminué comme ça petit à petit jusqu'au jour où, en fait, je me suis surpris moi-même de me dire: «Oh, bah, c'est bizarre, enfin, j'ai pas déréalisé aujourd'hui». Il y a un autre truc que j'essaye, d'arrêter de faire aussi, c'est d'essayer d'arrêter d'analyser, en fait, en permanence ce que je ressens sur le moment. Des fois, je me surprends, en fait, je suis en train de faire quelque chose ou quoi et je me dis: «Tiens, est-ce que là je déréalise ou je déréalise pas?» et en fait, juste le fait de me poser la question, bah, du coup, ça me fait déréaliser. Je suis curieuse de savoir aussi, est-ce que quand tu as commencé vraiment à te renseigner, à écouter, des podcasts, à regarder des vidéos et tout, je suppose que forcément tu as dû trouver des astuces et des conseils et tout. Est-ce que tu en as essayé et qui n'ont pas marché pour toi et si oui, lesquels? Oui, ça m'est arrivé. Souvent, dans le cadre de ce trouble, on conseille de faire ce qu'on appelle des techniques d'ancrage. Donc du coup, pour se réancrer dans la réalité. Moi, il y a une technique en particulier. Alors, attention, ce qui est valable pour moi ne le sera peut-être pas pour vous. Ça a été le cas pour moi. Mais par contre, je sais que ça a aidé beaucoup de personnes. Donc, parenthèse fermée. Ce qui n'a pas du tout fonctionné chez moi, c'est la technique, je crois qu'on en a déjà parlé dans un podcast, 5, 4, 3, 2, 1. Donc cette technique-là, ça consiste à, pour se réancrer dans la réalité, il faut, dans sa tête ou à voix haute, peu importe, citer 5 éléments qu'on peut voir autour de nous
4 éléments qu'on peut toucher, 3 éléments qu'on peut entendre, 2 éléments qu'on peut sentir et 1 élément qu'on peut goûter. Voilà. Donc en fait, ça va venir jouer sur les 5 sens et ça permet de se réancrer dans la réalité. Moi, dès que je me mettais à faire ça, en fait, juste le fait de me dire qu'il faut que je trouve 5, puis 4, puis 3, puis 2, et le fait de chercher dans mon environnement, etc., ça me faisait monter mon angoisse, mais fois 10, et c'était encore pire. C'était vraiment une catastrophe. Et en fait, dès que j'essayais de mettre en place cette technique, et mon anxiété se décuplait, et ma déréalisation se décuplait, et c'était un enfer. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai vite abandonné, ouais. Et après, il y a eu autre chose aussi. Alors encore une fois, je suis désolée, je me répète, ce qui est valable pour moi ne l'est pas pour tout le monde. Si votre médecin vous prescrit un traitement, prenez-le. Mais du coup, quand les symptômes étaient au plus fort, j'ai été consulter un psychiatre parce que je ne pouvais plus rester comme ça. C'était invivable et je cherchais des solutions. Et ce psychiatre m'a prescrit un traitement médicamenteux, donc à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ça a été, je crois, les pires moments que j'ai pu vivre avec l'anxiété et avec le trouble de la déréalisation, parce qu'en fait, les traitements médicamenteux, c'est assez délicat. Ça arrive souvent que ça mette du temps pour ajuster les dosages, trouver la bonne molécule. Et c'était la première fois qu'on me proposait un traitement médicamenteux. Et en fait, je me suis retrouvée sur une très très courte période, enfin courte, tout est relatif, mais de l'ordre de 6 semaines, à essayer 3 traitements antidépresseurs différents. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais spécifier, c'est que quand je parle de traitements antidépresseurs, il y a un peu une idée reçue comme quoi les traitements antidépresseurs, c'est pour la dépression. Non, les traitements antidépresseurs sont prescrits aussi dans le cadre d'anxiété qui est chronique, et ce n'est pas que pour la dépression, c'est également pour l'anxiété. Et du coup, j'ai essayé 3 traitements différents sur 6 semaines et j'ai eu, je pense, tous les effets secondaires qu'on puisse imaginer. Je ne mangeais plus, j'ai perdu 10 kilos en 15 jours, je vomissais énormément. Et en plus, par-dessus tout, les traitements que j'ai essayés ont décuplé, mais vraiment décuplé, les sensations de déréalisation que je pouvais avoir. C'était encore plus fort. Et pas plus fort juste sur le moment où je prenais mon traitement, c'était plus fort en continu en fait. Et donc du coup, bah, je paniquais par-dessus, ce qui n'arrangeait rien. Ça a été un petit peu vraiment un cercle vicieux jusqu'au moment en fait où je décide d'arrêter les traitements et de ne pas prendre de traitement antidépresseur et juste en fait de me servir des anxiolytiques en cas d'extrême urgence quand vraiment ça n'allait pas. Donc en fait, je prenais un anxiolytique une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, vraiment en cas d'extrême urgence quand ça n'allait pas et que je sentais que je perdais pied et que j'avais besoin de soutien, quoi. C'est dommage que dans ton cas, du coup, ça n'ait pas marché, parce que je suppose évidemment que chez certaines personnes, c'est la solution qui marche. Et du coup, c'est vrai que toi, étant donné que ça n'a pas marché, tu aurais pu paniquer encore plus après l'échec et te dire mon Dieu, mais enfin, si même ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? C'est sûr, c'est des questions qui traversent l'esprit, mais en fait, je me sentais tellement mieux sans. Là, oui, je voyais une amélioration en fait. À partir du moment où j'ai arrêté les traitements, bah, j'ai vu une amélioration. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi une part de. C'était la première fois que je devais prendre ce genre de traitement, et en fait, rien que ça, c'est chez moi, ça générait de l'anxiété. Donc, après, est-ce que c'est réellement les médicaments qui ont décuplé ces sensations de déréalisation, ou si c'est à cause de l'anxiété que j'avais de prendre ces médicaments? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des personnes sur lesquelles les médicaments, c'est la seule solution. Il y a des personnes avec qui j'ai discuté qui m'ont dit que sans avoir pris de traitement médicamenteux, ils auraient jamais réussi à s'en sortir et que ça les a aidés, ça leur a vraiment servi de béquille le temps de réussir à travailler sur eux et pouvoir réussir à s'en sortir. Mais c'est vrai que j'ai tellement vu une amélioration en fait quand je ne prenais pas les traitements juste au niveau de mon anxiété que du coup bah ça diminuait ces sensations de déréalisation et je voyais qu'en fait petit à petit j'arrivais à avoir des améliorations seule en fait. OK, d'accord. Et toi alors, est-ce que tu as vécu déjà ce genre de sensation? Pour le coup, chez moi, c'est arrivé hyper tard, la dépersonnalisation. C'est vrai que la déréalisation, j'en ai jamais fait, je pense. Chez moi, c'est surtout la dépersonnalisation qui prime.
C'était il y a genre 2-3 ans seulement. Mais par contre, depuis, j'ai l'impression que maintenant, mon cerveau, il l'utilise un peu trop facilement depuis qu'il a débloqué le savoir-faire. Quand ça s'est déclenché la première fois, c'était parce que j'étais en train de dire bonjour à une personne que j'avais pas vue depuis assez longtemps et qui était jamais venue chez moi. Et en fait, ça a fait un espèce de cocktail explosif parce que j'ai du mal de base avec les relations sociales. Ça va vite me générer de l'anxiété, plus le fait que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et rajoute à ça le fait que la personne soit chez moi alors que c'est jamais arrivé, mon cerveau, il a pas capté. Du coup, j'étais en train de lui parler, et elle me pose une question, et là, alors que j'étais encore en train de réfléchir à ma réponse, je m'entends lui répondre. Ça m'a tellement fait bizarre. J'ai vraiment pas compris ce qui m'arrivait. Et en fait, je me suis entendue avec le point de vue d'une personne qui aurait pu être à côté de nous. Et alors, franchement, j'ai pas aimé ça parce que je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup dans le contrôle. Et là, j'avais plus le contrôle du tout. Et en fait, je donnais des réponses qui n'étaient pas les miennes et c'était hyper perturbant. Bon, après, c'est quand même assez vite passé et j'ai pu quand même reprendre le fil de la conversation. Franchement, ça a dû durer 3 minutes, mais sérieusement, quand c'est la première fois, ça paraît une éternité en fait. Et après, ça l'a refait un peu plus tard avec d'autres personnes. Et en fait, j'ai très vite fait le lien que c'était causé quand mon stress il devenait trop important. Donc, vu que je suis vraiment pas à l'aise avec les autres, c'est à 99% du temps causé par mes interactions sociales du coup. Mais heureusement, j'ai quand même réussi à rester rationnelle face à ça, parce qu'en fait, je me connais tellement bien qu'avant que ça se déclenche, je sens bien que mon stress, il est dans un pic. Donc du coup, je me suis vite dit que c'était pas forcément quelque chose de grave, que c'était juste pas agréable, mais que c'était sûrement un moyen pour mon cerveau d'enlever toute la pression que j'étais en train d'accumuler. Et je pense que le fait de ne pas paniquer, comme avec les crises d'angoisse, ça m'a permis de m'y faire plus facilement. Et maintenant, quand je dépersonnalise, c'est chiant, mais je panique pas, quoi. Je sais que c'est un mécanisme de protection de mon cerveau. Et en fait, je vais même te dire autre chose. Du coup, c'est limite devenu un nouveau pouvoir, entre guillemets, parce qu'en fait, ça me permet d'avoir un indicateur de mon niveau de stress. Si d'un coup, je sens que je dépersonnalise, bah, je sais que c'est parce que mon cerveau, il essaye de se protéger de quelque chose. Et donc moi, en aval, ça me permet d'analyser le pourquoi du comment. Et ça, c'est cool parce que en fait, ça me donne la possibilité de trouver pourquoi je l'ai eu et d'essayer de travailler pour plus que ça réarrive en fait. Et c'est ça aussi qui m'a permis de comprendre qu'en fait, j'avais un espèce de pattern et que c'était les relations sociales qui me faisaient ça. Je trouve que la dépersonnalisation, à un niveau comme le mien, hein, j'entends, parce que quand c'est plus fort, là, c'est vraiment beaucoup plus délicat et je peux totalement comprendre qu'on n'arrive pas à contrôler et que ça nous fasse paniquer, hein, 100%. Mais en tout cas, à mon échelle, je trouve que ça peut aussi être un baromètre qui va vous servir à récolter les informations importantes qui vont pouvoir vous aider à vous analyser et à travailler sur vous, en fait. Je pense que tu as raison et c'est super intéressant d'avoir un petit peu ces deux points de vue. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, toi, quand il t'arrive soit des grosses crises d'angoisse, soit de la dépersonnalisation, tu paniques pas. Mais je pense aussi que dans ton cas à toi, c'est peut-être juste un symptôme d'anxiété, que ça s'est pas développé comme un trouble qui devient chronique. Parce que par exemple, je sais que dans mon cas, même dans des moments où j'ai pas de stress, où je suis posée dans mon canapé en train de chiller, je vais faire de la déréalisation alors que pourtant là mon cerveau, il n'aurait à se protéger de rien quoi. Tout va bien. Bah justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que le fait que tu fasses une crise à ce moment-là, c'est que ça prouve justement à quel niveau c'est installé. Et donc, ça peut potentiellement te donner la réponse de si tu savais pas encore et si tu hésitais à aller voir un psy, bah là pour le coup, justement, c'est peut-être une bonne raison de passer le cap et de te dire ok, là ça m'arrive dans des situations qui ne sont pas normales. Il n'y a aucune raison que j'ai du stress maintenant, donc je peux aller voir un psy et essayer de travailler sur ça. C'est pour ça que je pense que c'est vachement important d'être à l'écoute de soi-même et de se connaître. En vrai, se connaître, c'est la clé, hein.
on le répétera jamais assez, plus vous allez vous connaître profondément, plus vous allez vous rendre compte quand il y a quelque chose qui va pas, vous allez sentir les infimes sensations et différences que vous allez pouvoir vivre. Et c'est grâce à ça aussi, en fait, que vous allez pouvoir vous analyser et savoir quand ça va vraiment pas et que là, à ce moment-là, c'est peut-être vraiment intéressant et vraiment nécessaire d'aller voir quelqu'un pour travailler ce genre de choses-là, tu vois, parce que typiquement, avant que ça en arrive à ton stade à toi, je me dis que tu as peut-être eu avant ça des signes un peu avant-coureurs. Totalement. Et du coup, c'est là où je prône l'importance de se connaître et de s'écouter, c'est que typiquement, si les premiers signes, ça t'avait alarmé en te disant oula, c'est quoi ça? Bah, peut-être que à ce moment-là, tu aurais peut-être pu faire la démarche de direct aller voir un psy pour lui en parler et pour voir les choses autrement. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait peut-être pas pris les proportions que ça a pris. Après, on est tous différents. Malheureusement, dans certains cas, chez certaines personnes, ça peut subvenir comme ça d'un coup, sans aucune raison, et très fort et très constant. Donc c'est sûr que pour ces personnes-là, il n'y a pas vraiment de signe avant-coureur, sauf leur anxiété qui serait potentiellement assez forte. Et en fait, c'est même le signe avant-coureur principal qu'on peut prendre en compte chez n'importe quelle personne qui va avoir de la DPDR, quoi. Oui, clairement. Après, c'est vrai que comme toi, ça a un peu récidivé plus tard. Bon, moi, c'est sûr qu'entre les deux moments, il s'est pas passé tant de temps que ça, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais en fait, j'ai vécu un traumatisme récemment. Et du coup, ça s'est déployé, on va dire, à plus grande échelle. C'est-à-dire que même quand je sortais de chez moi pour aller faire les courses, bah, je dépersonnalisais, quoi. C'était devenu assez constant. Et bien que ce soit excessivement pénible, bah, en fait, je me faisais une raison et je savais qu'au fond, c'était pas quelque chose de grave dans mon cas, c'était juste handicapant. Et par contre, vu que la fréquence, elle sortait de l'ordinaire, c'est aussi ça qui m'a permis de me rendre compte que j'étais peut-être un peu plus traumatisée que ce que je pensais. Actuellement, je dirais que c'est revenu à la normale. Je vais dépersonnaliser, mais vraiment quand une interaction sociale me stresse, mais c'est tout, quoi. J'ai pas, c'est vraiment redescendu, c'est beaucoup plus stable. Ce qui est intéressant de préciser quand même, c'est que dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de grave, la dépersonnalisation ou la déréalisation. Mais c'est vrai que je pense que quand ton cerveau a compris le mécanisme et qu'il a compris qu'il pouvait faire ça en fait quand les situations étaient un peu trop stressantes ou pour se protéger, ah ben il réitère l'expérience, hein. Ah oui, complet, complet. On va passer un petit peu à la partie astuces et solutions et vous donner peut-être quelques idées de ce que vous pouvez mettre en place si vous souffrez de ce trouble. Alors après, ce qui peut marcher pour moi ne marchera peut-être pas pour vous et inversement. Donc c'est pour ça, on va vous en donner plusieurs. Vous testerez de votre côté et vous trouverez la solution qui fonctionne le mieux pour vous. Donc au niveau des solutions, il y en a beaucoup. La première va être tout ce qui est technique d'ancrage. Donc tout à l'heure, on en a cité une avec la méthode des 5, 4, 3, 2, 1. Ça va consister à dire oralement ou dans sa tête 5 éléments qu'on peut voir dans l'endroit où on se trouve, 4 éléments qu'on peut toucher, 3 éléments qu'on peut entendre, 2 éléments qu'on peut sentir et 1 élément qu'on va goûter. Ça va venir solliciter les 5 sens et ça va nous permettre de nous ramener dans le moment présent. Ensuite, au niveau des techniques qui vont pouvoir aider, il va y avoir tout ce qui est cohérence cardiaque, méditation, tout ce qui est relaxation, sophrologie, hypnose, auto-hypnose. Vous avez plein d'auto-hypnose sur YouTube, notamment. Les activités qui vont vous permettre de vous détendre et en même temps de faire quelque chose qui va vous demander une certaine concentration. Puisque quand vous allez vous concentrer sur quelque chose en particulier, votre cerveau sera occupé à se concentrer et pas à faire de la déréalisation. Donc une activité créative, peu importe, du dessin, de la peinture, ou alors de la lecture, ou même vous plonger dans un film si les écrans ne vous font pas faire de déréalisation. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir mettre en place également, c'est toutes les techniques qui consistent à faire baisser votre anxiété. La déréalisation et la dépersonnalisation sont des sensations qui font partie des symptômes les plus élevés qu'on peut avoir dans l'anxiété.
Et l'avantage qu'il peut y avoir à ça, c'est qu'une fois que vous aurez appris à baisser votre niveau d'anxiété, la déréalisation et la dépersonnalisation feront partie des choses qui vont s'estomper puis partir en premier, étant donné que c'est un des symptômes les plus élevés qui arrive quand l'anxiété est vraiment à son pic, donc c'est un petit peu un des derniers symptômes à arriver, mais par contre c'est le premier à partir. Dans les astuces qui peuvent vous aider également, c'est vraiment travailler sur le moment présent. Quand vous êtes en train de faire la vaisselle, vous essayez de vous focaliser sur toutes les sensations que peut vous procurer de faire la vaisselle. L'éponge dans vos mains, l'eau qui coule sur vos doigts, l'odeur du savon. Essayez vraiment de vous focaliser sur toutes les sensations que de faire la vaisselle peut vous provoquer. C'est valable pour la vaisselle, mais vous pouvez faire pareil quand vous montez des escaliers ou quand vous faites votre lit. C'est valable pour toutes les tâches du quotidien. Alors moi, j'ai un autre truc à proposer aussi, c'est que la prochaine fois que vous faites une crise de DPDR, vous écoutez ce podcast et vous essayez de vous faire un bingo du nombre de fois qu'on a dit le mot dépersonnalisation. Et vous allez voir, je pense que ça va vraiment marcher. Ce podcast est terminé. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager autour de vous. On se retrouve tous les lundis à 6h. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, Micro et KO. On vous dit à très bientôt. Salut! Salut!